Merci beaucoup Isabelle, merci à Stéphanie et bravo pour cette organisation. Donc c'est le moment de parler de choses plus sympathiques. La photobiomodulation, il n'y a pas d'abréviation, même si moi personnellement j'appelle ça la PBM. Donc pour dire à Stéphanie, donc on va parler de PBM. Alors pour commencer, on va commencer donc avec un cas. Voilà ce que ça donne en vie réelle. Et donc, c'est un des patients que j'ai traité. Donc, elle s'appelle Madame Anna Tomic. Et donc, on a trouvé au fond d'œil des drusènes, c'est reconfluent. Elle a une petite baisse d'acuité visuelle. Et donc, vous avez l'OCT, il n'y a pas de difficulté. Ces drusènes, c'est reconfluent. Je traite sur le protocole Lightside 2. Donc, on a 9 séances. En général, les patients viennent lundi, mercredi, vendredi, 3 semaines, ça fait 9 séances. Et voilà ce qu'on peut observer, donc au fur et à mesure du temps, une disparition des drusènes avec une conservation des photorécepteurs et une acuité visuelle qui augmente variablement. Et donc, on retrouve quelque chose de consistant, c'est ce qu'on va voir dans les études. Je sais, c'est un sujet qui est très débattu et les premiers à me le faire signaler sont mes chers associés qui me disent « bah oui, mais des cas comme ça, on en a plein, des réductions spontanées de drusènes ». Oui, mais quand il y a des disparitions de drusènes, en général, il y a une belle atrophie qui reste. Donc là, l'avantage, c'est que derrière, on a une rétine qui est plutôt fonctionnelle. Alors, la photobiomodulation, en quelques mots, c'est le principe de la lumière. Donc, on n'utilise pas de propriétés comme le laser ou la photothérapie dynamique. On est vraiment sur de la luminothérapie. C'est ce qu'on utilise dans les IPL. Donc, c'est vraiment de la lumière pure. Donc, on utilise le principe d'avoir des différentes longueurs d'onde avec un effet thérapeutique. Ici, je vous rappelle donc les différentes longueurs d'onde utilisées pour le système Valleda. Et donc, en fait, ces longueurs d'onde vont avoir un effet vraiment au niveau cellulaire. Et donc, on agit au niveau de la mitochondrie sur le cycle du cytochrome C oxydase. Donc, on est vraiment dans la cascade inflammatoire. Et donc, vous savez que dans la DMLA, il y a le passage de la DMLA intermédiaire vers la DMLA décompensée, où on a des cascades inflammatoires qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, les longueurs d'onde peuvent avoir des interventions sur le cytochrome C oxydase, sur l'activité de l'ATP, sur le VEGF. Donc ça, c'est des choses qui nous parlent dans la DMLA. En pratique, comment ça se passe? Petite machine, on pose le menton, le front, on regarde. Il y a différentes longueurs d'onde avec différentes couleurs. Et donc, vous avez 2 minutes 40 par œil, 5 minutes pour les deux yeux, pas de goutte, pas de contact. Et à part des éblouissements, les patients ne se plaignent pas trop. La machine est bien faite, ça peut être fait par un enfant de 2 ans. Donc, tout est indiqué, il faut appuyer sur le bouton. Il y a un autocalibrage et il y a un eye tracking. Si le patient bouge, l'appareil s'arrête. Dans les études, on commence à voir pas mal de publications. Donc moi, je suis rentré dans la danse au niveau de Lightside 2, mais on sait qu'il y a plein de publications et on est assez fiers aujourd'hui parce qu'il y a aussi une publication française, donc l'équipe du professeur Souillade de Créteil, qui a comparé donc les résultats de la PBM et donc qui a montré que dans les indications qu'on va voir tout à l'heure, la DMLA intermédiaire, Intermediate AMD, il a retrouvé en fait dans sa série le gain d'acuité visuelle et la modification de ces drusènes sur les hauteurs. Donc, ça veut dire que c'était sa conclusion, elle c'est faux, il se passe quelque chose. Bon. Alors nous, on a retrouvé ça, donc c'est une étude qu'on a commencé en 2019, et donc en fait on suit les patients donc avec le protocole Lightside 2, et en fait on les suit, et voilà ce qu'on a obtenu sur les premiers patients. Aujourd'hui la cohorte est à plus d'une centaine de patients. C'est une amélioration sur la anatomique, c'est-à-dire qu'en fait, on retrouve une diminution de ces drusènes. Alors, statistiquement non significative, ça c'est de ma faute, parce qu'au début, on m'avait dit que c'était un traitement de la DMLA atrophique, ce qui n'est absolument pas le cas. Et c'est un traitement de la DMLA intermédiaire, donc j'ai mis des patients un peu trop atteints au début, ce que je ne fais plus maintenant, et on a retrouvé une diminution des DEP, qui est un petit peu moins important, mais qui est statistiquement moins significatif. Donc, du coup, on retrouve un petit peu les deux choses, mais la problématique, je vais vous illustrer, c'est qu'en fait, on est en train de parler d'un traitement qui s'appelle la photobiomodulation, et en fait, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui se mélangent. Chaque étude a utilisé un protocole différent, c'est-à-dire que depuis l'étude TORPA jusqu'à l'étude du professeur Souillade, c'est des protocoles qui sont différents. On va utiliser d'abord 6 séances, ensuite 9 séances, il y en a qu'on répète à 6 mois, il y en a qu'on répète à 4 mois, donc on a des protocoles qui sont différents.
c'est compliqué de comparer une molécule si on utilise des schémas thérapeutiques différents. Ensuite, les indications ont changé au fur et à mesure. Et donc, vous voyez qu'au début, c'était un traitement de la DMLA atrophique. Et au fur et à mesure des études, maintenant, les indications, ce sont des DMLA intermédiaires. C'est ce que les Américains appellent intermédiate AMD. C'est ce que nous, on appelle la MLA. Donc, c'est les drusènes séreux, confluents, c'est les migrations pigmentaires. Et donc, s'il y a de l'atrophie, il peut y en avoir un peu, mais certainement pas au niveau central et pas s'adresser à des patients qui ont une atrophie de la partie centrale. Donc, on est vraiment aujourd'hui sur une indication un peu comme les vitamines en prévention, donc sur la DMLA intermédiaire. Donc ça a évolué. Donc on a un traitement avec des protocoles différents, des indications différentes, et pour couronner le tout, on ne sait pas exactement comment il faut évaluer l'efficacité du traitement. C'est-à-dire, au début, on a utilisé les sensibilités au contraste. Les orthoptistes ont demandé de l'arrêter, sinon ils brûlaient le centre. On a l'acuité visuelle, mais comme on a vu dans l'atrophie, finalement, traiter un patient à 10/10e, son gain d'acuité visuelle, il ne sera pas énorme. L'OCT, c'est bien, mais des fois, il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que ça veut dire qu'il y a zéro efficacité? Une piste intéressante que j'ai commencé à utiliser, puis qu'on a arrêté aussi, c'est l'électrophysiologie avec l'appareil Diopsis qui a été racheté par Lumitera, avec la multilens flicker. Et donc, finalement, aujourd'hui, on a un traitement, on ne sait pas quel protocole il faut utiliser, en tout cas, chacun utilise son propre protocole. On n'a pas exactement les indications, et puis on ne sait vraiment pas comment il faut évaluer l'efficacité. Donc, voilà aujourd'hui la limite de la PBM, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire qu'il se passe quelque chose, mais en fait, il faut commencer un peu à mettre tout ça en forme. Et donc, si on ne fait pas ça, eh ben, en fait, on n'aura pas l'effet escompté. Parce que si je prends l'exemple d'un anti-VEGF, que vous n'avez pas la bonne indication, que vous n'avez pas le bon protocole, et puis en plus, vous l'évaluez avec la vision des couleurs, ben, en fait, on va tous être d'accord pour dire que ça ne marche pas du tout. Donc c'est un petit peu la difficulté aujourd'hui. Et donc ce que je voulais que vous reteniez aujourd'hui sur cette présentation de la PBM, c'est que l'indication qu'il faut retenir, c'était le sujet de ma présentation, c'est qu'il faut commencer à y penser donc, quand vous êtes devant un patient qui a une DMLA intermédiaire. Donc vous voyez des jolis drusènes séreux qui commencent à être bien confluents, avec un joli DEP, vous avez des petites migrations pigmentaires, il a la bonne idée d'avoir une petite baisse d'acuité visuelle, le candidat idéal. Idéal parce que s'il y a une petite baisse d'acuité visuelle, vous pouvez jouer sur les quantités de patients qui ont une amélioration de l'acuité visuelle, donc le patient, vous pouvez l'embarquer avec vous. Et aujourd'hui, on sait aussi que, avec l'étude Lightside 3, c'est qu'il peut y avoir des effets sur le moyen et le long terme, sur la diminution de l'atrophie, sur la survenue et le développement de l'atrophie. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Alors les questions, est-ce que ça marche sur les drusènes congénitaux ? Est-ce que ça marche sur les pseudodrusènes réticulés? Est-ce que ça marche sur les dystrophies, sur les atrophies secondaires, notamment dans les DMLA vasculaires? On n'en sait rien. J'ai quelques petites expériences, j'en ai pas mal parlé sur les pseudodrusènes réticulés avec le professeur Giuseppe Carcasse qui s'intéresse de très près, qui a une dernière publication là-dessus. Donc pour l'instant, gros point d'interrogation. Et pour votre information, il y a des grants du NIH qui vont développer donc, des essais sur l'œdème maculaire diabétique et la CRSC. Donc aujourd'hui, c'est un procédé qui est intéressant, donc c'est bien qu'on puisse en parler, mais il y a beaucoup de limites, et notamment le modèle économique, parce que vous devez mettre en place beaucoup de séances dans des cabinets où on n'est pas habitué à faire ça, et de demander à des patients de payer des séances sans aucun remboursement. Donc c'est compliqué, donc ça nécessite vraiment que si vous le faites, vous soyez convaincus, et en tout cas vous connaissiez bien l'état de l'art. Un grand merci à mes associés, à toute l'équipe du Centre Export-Vision de me permettre de faire des choses un peu innovantes et de me charrier tous les jours. Merci beaucoup.